Eh bien, bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si tout le monde est connecté derrière son écran ou autre. En tout cas, ravi d'être avec vous. J'aurais préféré être parmi vous dans une belle salle à savourer un café En en présentiel. collectif. Ouais. Je me présente rapidement et puis on verra un peu plus de détails sur la fin. Donc, Nicolas Marie-Louis, moi je pratique ce qu'on appelle le coaching exécutif. Donc, c'est uniquement le coaching d'affaires. Je fais partie de ce qu'on appelle des facilitateurs de passage à l'action. Voilà. Un coach n'est pas un conseiller. Je ne suis personne pour donner des conseils aux gens. Chacun a sa spécialité, chacun a sa fonction de travail. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire comment faire un bilan ou opérer un patient ou préparer votre finale olympique. Par contre, c'est une chose que je connais bien, c'est le fonctionnement du cerveau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont nos émotions qui sont nos guides. Alors, cet atelier est basé sur passer à l'action et y rester. Parce que si c'était si facile que ça, on serait tous heureux, on serait tous riches, on serait tous. Je parlais des trois richesses, hein, entre la santé, la richesse financière et l'amour. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous propose de travailler en deux temps, en trois temps en fait. On a trois étapes. Est-ce que c'est fait? Voilà, c'est fait. On va travailler en trois étapes. Une étape qui va être un peu technique, voire scientifique. Une autre étape qui va être sur ce qui fait qu'on va pouvoir passer à l'action, que vous allez pouvoir passer à l'action et surtout y rester. Et une troisième, c'est vous qui allez travailler en fonction du niveau de conscience que vous aurez relevé et que vous avez envie de passer. En même temps, on va traverser trois niveaux de conscience, puisque la conscience est comme un entonnoir, et on va chercher à y rentrer différents niveaux pour qu'on puisse déclencher un maximum d'émotions, ou si on n'a qu'une, la faire augmenter de façon conséquente pour qu'elle puisse vous pousser à passer à l'action. Parce que quoi qu'il arrive à la fin de cet atelier, j'aime dire que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Voilà, qu'on soit clair et définitif sur ça. J'aimerais que vous vous présentiez, mais avant de vous présenter, j'aimerais que vous puissiez répondre à ce premier niveau de conscience à quelques questions. Alors, la troisième, si elle est d'ordre trop personnel, je vous invite à y répondre dans votre tête, mais si vous voulez la partager avec nous, c'est avec grand plaisir. J'aimerais savoir, au-delà du fait que vous allez vous présenter, quel était votre ressenti en voyant le programme de cet atelier? Qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est si important pour vous et qui vous a poussé à venir un vendredi matin plutôt que d'être dans votre quotidien de bouclage de fin de semaine? De quoi avez-vous vraiment envie? Ça, c'est la question auquel, si vous voulez la partager avec nous, c'est avec grand plaisir. Et enfin, avec quel résultat vous souhaitez repartir à la fin de cet atelier? Avec une présentation, j'ai envie de dire, de vous sur vos noms, vos qualités et fonctions. Voilà. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Je me lance si vous voulez. Allez, Michel, lancez-vous. Donc, alors je me présente rapidement. Donc, Michel Prieur, j'habite dans le Var. Moi, je suis retraitée en fait. Je suis retraitée depuis 6-7 mois, depuis fin octobre 2020. Fin septembre, pardon. Donc, ça fait 6-7 mois que je suis à la retraite. J'ai fait carrière chez Hewlett Packard, donc toute ma carrière chez Hewlett Packard dans l'informatique à l'international. Donc voilà. Donc maintenant, je fais partie de l'association ECTI, donc qui fait partie du PE06. Donc ECTI, c'est une association de bénévoles seniors en fait. Donc on fait ce qu'on appelle du bénévolat de compétences, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser nos compétences qu'on a acquises dans notre carrière pour aider toutes sortes, que ce soit dans le milieu industriel comme des étudiants, etc. Donc on a différentes actions. Donc voilà, donc moi je suis assez nouvelle chez ECTI.
Alors, quel était mon ressenti en voyant le programme de cet atelier? En fait, c'était de la curiosité. Je suis intéressée effectivement par ce programme, pour voir un peu la curiosité. Alors, ce qui est important pour moi, c'est en fait, quand on prend sa retraite, il y a deux choses. Souvent, on a un peu tendance à se laisser un petit peu aller, c'est-à-dire, bon, ça y est, on va souffler un petit peu. Mais d'un autre côté, moi, j'ai envie de rester dans l'action, donc c'est pour ça que je suis fait partie de l'association ECTI. Mais c'est vrai qu'après 6 mois, euh, c'est même si on a envie de rester dans l'action, c'est pas forcément évident. Donc il faut se pousser un petit peu pour pas, pour continuer, pour faire des choses en fait qu'on n'est pas obligé de faire en quelque sorte. Voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de comprendre un peu par quel mécanisme je peux garder cette motivation et continuer à agir dans le cadre de cette association. Voilà. Ok, En 2 mots. super. Merci Michel, merci beaucoup. Qui prend la suite? Lauriane, Nathalie, Valérie? Oui, donc Nathalie. Bonjour Nathalie. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, donc Nathalie Parasoma. Il me semble, Nicolas, qu'on se connaît. Donc j'ai un souci avec ma caméra, hein, donc c'est pour ça que vous ne me voyez Oui. pas. Qu'on se connaît de la Martinique, c'est bien ça? C'est possible. Du temps de C'est l'OPCA. probable, j'ai juste vécu 20 ans en fait. Du temps de l'OPCA, OPCAREG, OPCALIA, me semble-t-il. Oui, Nathalie, mais bien sûr. Voilà, donc voilà, je viens donc de la Martinique pour ceux qui ne le savent pas. Et Excellent. donc je suis aujourd'hui installée sur cette région et mène un projet. Donc je suis consultant RH, je suis formateur et je suis également mentor et coach. Donc, c'est de la curiosité, effectivement, au niveau de passer à l'action et y rester. Voilà. Ok, super. Alors, c'était quoi votre ressenti en voyant le programme? Eh ben, en fait, par rapport à la casquette de coach que je développe, le y rester est très important, le passer à l'action est important et c'est la mise en mouvement. Donc voilà, donc j'ai souhaité effectivement voir comment cette mise en mouvement est introduite dans le passer à l'action et y rester. Ok, j'aime ce terme, mis en mouvement. Ok, super. Merci Nathalie. De rien. Lauriane, Valérie? Bonjour, je suis Valérie. Alors moi, je travaille dans l'événementiel et en ce moment, c'est assez mort. Donc, oui, c'est pour avoir un coup de pouce pour me remettre en mouvement. Bon, en général, j'arrive assez bien à me mettre en action. C'est surtout de la constance, en fait, d'y rester. Et ce que j'ai ressenti en voyant le programme, c'est que j'ai trouvé ça assez original dans la palette d'ateliers et surtout pratique. Et voilà, donc c'est de la curiosité, et puis c'est peut-être pour avoir un coup de pouce. Je suis un peu dans cette démarche-là de reprise, donc c'est pour être un peu encouragée. Ok. Allez, c'est parti. On est parti pour les encouragements. Merci beaucoup Valérie. Lauriane, Val et iPad, Valérie, c'est la même chose ou... Oui, c'est la même chose. C'est un problème ok. de caméra. Super, merci. Lauriane? Lauriane, elle fait partie de nos équipes, Nicolas, Ah, d'accord, ok. de mémoire. Bon. Bah, ça n'empêche pas de Oui, répondre. c'est bon, Mais, c'est elle. Elle se connecte pour pouvoir, comme ça, elle communique sur les réseaux sociaux. D'accord. Eh ben, Elodie et Solène, si vous voulez répondre, allez-y. Hein. Elodie vous n'y attendez pas à bien celle-là. pour nous deux. Merci Solène. T'as dit quoi, Nicolas? Je dis, vous n'y attendez pas à celle-là. Hein. Pas du tout. Non, mais on a un grand sens de l'adaptation. Donc, Oui. Vas-y, adapte-toi. Qu'est-ce qui a fait que ce sujet t'a parlé, toi? non, en fait,
Moi, déjà, j'aime bien les ateliers dans lesquels on… Bon, après, c'est un peu de la triche parce qu'on a fait un test ensemble et tu nous as dit que tu allais demander aux participants d'être vraiment très actifs pendant l'atelier. Mais j'aime bien ça, voilà, où c'est un atelier très participatif. Et du coup, le ressent… Mais enfin, j'ai une vision, enfin, pas vraiment, je sais pas si je peux dire pas vraiment objective, mais je te connais déjà, je t'ai déjà vu intervenir à l'occasion de plein d'ateliers, notamment aussi aux entrepreneuriales, etc. Et je sais qu'à chaque fois, tes ateliers, il y a vraiment un avant et un après. On a de très bons retours à chaque fois de tous les adhérents, donc forcément, c'est motivant pour y participer. Et c'est vrai que le ressenti, c'est de se dire, bah voilà, je ne vais pas assister à un atelier vraiment, on va dire, descendant, entre guillemets, où il y a un intervenant qui parle, on écoute, on prend des notes. Là, c'est vraiment un réel échange. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc voilà, on va pouvoir échanger et puis avancer sur notre conscience pour chacun, quoi. Je pense vraiment que c'est important. C'est bon? Merci, Elodie. De rien. Solène? Je rejoins complètement ce qu'a dit Elodie. Ce n'est pas l'atelier lambda où on écoute, le passer à l'action et y rester. Ce n'est pas l'atelier où il faut juste écouter. Il va falloir vraiment le travailler et le travailler avec toi maintenant pour pouvoir le poursuivre après. Merci, Solène. Je t'en prie. Merci, merci. En fait, c'est vrai, je crois que le métier de coach, c'est le métier le plus simple qui existe parce que nous, on ne travaille pas. C'est le coaché qui travaille, en fait. On a la meilleure place dans l'absolu. Après, on a une responsabilité, mais on a vraiment la meilleure place. Bien, merci à vous. Alors, je vous ai pris ce morceau de travail de Aristote où il dit que tout art et toute investigation et parallèlement toute action et tout choix tendent vers quelque bien à ce qu'il semble. Mais quelle est la définition du mot bien? Aussi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce à quoi toute chose tende. On veut tous tendre vers notre bien-être, mais on ne prend pas forcément tous le même chemin. N'est-il pas vrai dès lors que, pour la conduite de la vie, la connaissance de ce bien est un grand poids et que, semblable à des archers qui ont une cible sous les yeux, nous pourrons plus aisément atteindre le but qui convient. Ça m'amène à porter sur une réflexion de dire qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils se rapportent sur comment ils vont faire et non pas pourquoi ils veulent le faire. Et le comment nous limite dans notre connaissance de la société, dans notre éducation, dans nos croyances qui parfois sont limitantes. Et c'est ce qui fait qu'on arrive très souvent à ne pas forcément faire 10 cm ou alors on fait 1 mètre et on recule de 3 mètres parce qu'on s'attache véritablement au comment. Et au comment, on se dit, bon, ce n'est pas possible parce que je n'y arriverai pas. Alors, on reviendra sur le contenu de cette citation parce que pour moi, elle donne beaucoup de sens et j'aimerais le partager avec vous. J'ai un métier au milieu de coach qui s'appelle gestion informelle des conflits. Et s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que la grande majorité des conflits viennent de la définition des mots. Nous n'avons pas la même définition des mots. Donc, qui dit culture, dit éducation, dit parfois même religion, expérience de vie. Un mot a un sens et une définition dans une région ou dans un métier et a un sens totalement différent ailleurs. Alors, moi, j'aimerais qu'on décider de faire une action courageuse et qu'on définisse chaque mot. Une décision prend racine dans une émotion, c'est un ressenti qui vous poussera à agir ou à réagir. Ne rien faire, c'est agir quand même. Alors, la définition de décision, c'est un jugement qui apporte une solution ou une fin de délibération dans l'acte de faire ou ne pas faire. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est le dictionnaire. Moi, je pars du principe que toute décision est correcte à l'instant T. Voilà. On a tous pris des décisions et on prendra encore tous des décisions de notre vie. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, je ne dis pas qu'il faut cautionner tout. Cependant, à cet instant T, elle correspond à un bien-être. Alors, nous prenons cette décision. Mais une décision aujourd'hui, quel va être l'impact sur demain? La décision de faire quelque chose, de fuir, d'interagir, de résister, de se mettre en colère,
ou au contraire, de l'accepter, va avoir de toute façon un impact sur demain. Avons-nous la réflexion suffisante pour nous dire quel va être l'impact de cette décision pour demain? Voici la définition de décision. Ça veut dire donc que ce sont nos émotions qui nous font prendre nos décisions. Une émotion est déclenchée par quoi? Quand vous traversez par l'arrivée des 5 sens, d'accord, que l'on connaît, qu'on identifie, ces 5 sens vont passer par les différents filtres du cerveau. Donc, mis à part le limbique, le cortex, le reptilien, etc., on a notre filtre éducation, notre filtre respect, notre filtre valeur, etc., etc., qui fait qu'à la fin, cette information se transforme. Soit, oh, il y a un ami qui est là. Oui. Bonjour l'ami. Soit ça se transforme en réponse binaire, j'aime ou j'aime pas, oui, non, ou je sors avec un gros point d'interrogation. Mais ça, par définition, sortira par une émotion. Qu'est-ce qu'une action? Une action prend racine dans une décision qui engendrera des résultats importants dans votre vie, aujourd'hui ou pour demain. D'accord? Une décision, c'est ce que fait une personne et par quoi elle réalise une intention ou une impulsion. Fait de produire un effet, manière d'agir sur une personne ou sur quelque chose. C'est donc la résultante de mon action. Ça pousse le corps à agir. Maintenant, définissons le courage. On a vu ce que c'était qu'une définition de décision, d'une action. Et qu'est-ce que le courage? Le courage prend racine dans la peur, car le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Alors, fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, ardeur et mise à entreprendre une tâche, travailler avec courage, force, énergie. La définition qu'on peut donner du courage. On ne naît pas courageux, comme dit Aristote, on le devient. Ce n'est pas parce que j'ai un caractère courageux que j'accomplis des actions courageuses. D'accord? C'est en les accomplissant que je deviens courageux. C'est la pratique qui donne naissance et entretient la vertu. Alors, si on met tout ça dans un mix, qu'est-ce que ça donne? Une action courageuse, c'est quoi? On ne parle pas de gestes héroïques ni extraordinaires, mais bien de gestes qui font naître chez nous des peurs. Et c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de dire, bah, tiens, je vais remettre à demain. Parce que j'ai cette peur. On ne parle pas uniquement de la procrastination, de dire, je ne vais pas faire ma vaisselle ce soir, je la ferai demain matin. Hein. On parle d'une action courageuse, celle qui va avoir un impact dans notre vie. Cette action courageuse, c'est celle qui vous fera passer au-dessus de votre propre résistance. La résistance, si on l'écoute, c'est comme les photos, vous le donnez à droite. À un moment donné, je vais me confronter à moi, je vais résister à des idées, je vais résister à des croyances dont la majorité, très très grande majorité, ne m'appartiennent pas. C'est celle qui fera suite à une décision calibrée sur une émotion tellement grande qu'elle placera votre désir de décision à un très haut niveau. Concrètement, on a tous conscience que fumer tue. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui fument. On a tous conscience que fumer tue. Cependant, tant qu'on n'a pas d'alerte cardiovasculaire, bon, bah, je continue à fumer. On a tous conscience que la planète ne va pas bien, mais mis à part trier nos poubelles jaunes, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mis à part ceux qui sont engagés dans la planète. On a tous conscience de plein de choses, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer notre quotidien? Ça veut dire qu'on reste dans notre zone de confort. Cette zone de confort, la plupart du temps, bah, elle est inconfortable, mais elle répond à une réponse de besoin. On ne va pas citer Maslow forcément aujourd'hui, mais voilà, j'ai mes besoins primaires, mes besoins secondaires, sécuritaires. Bon, je ne suis pas si mal. Je ne suis pas très bien, mais je ne suis pas si mal. Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher le courage pour moi d'aller chercher ce qui va me permettre d'aller plus loin et de ne pas rentrer dans ah bah si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt, ou j'aurais repris mes études, ou peu importe les décisions que vous auriez pu prendre un jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'exécutif comme décision courageuse? Je vous ai cité quelques exemples de clients que j'ai rencontrés, de dirigeants d'entreprise qui doivent donner une réaction difficile, une rétroaction difficile à un employé clé, en plus qui lui est proche. C'est difficile j'ai envie de dire, de rentrer dans
dans un employé, de lui faire une rétroaction compliquée. Alors déjà, quand on ne le connaît pas forcément bien, mais qu'en plus on a un lien d'amitié, ça peut être compliqué. Une employée de retour d'un épuisement professionnel qui a un grand intérêt à s'affirmer devant son gestionnaire, mais en plus devant son équipe sur la réorganisation de l'équipe. Un associé qui souhaite dénoncer une injustice sur la répartition des dividendes et sur la masse de travail qui est effectuée. Un directeur qui, après 12 ans, a laissé glisser les habitudes de ses collaborateurs et voudrait reprendre son lead. Une directrice de communication qui doit gérer un conflit dans son équipe, ou une athlète olympique qui a déjà vécu le succès et qui voit ses performances reculer et qui n'a qu'une envie, c'est de remonter sur un podium. Voilà des actions courageuses dans l'exécutif qui demandent de passer au-dessus de certaines émotions et de prendre davantage sa vie, son lead et sa décision en main. Alors, nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé. Schématiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Une pensée va générer une émotion. Cette émotion va générer votre humeur. Votre humeur va intervenir dans votre comportement et votre comportement va avoir des agissements sur vos actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une pensée du matin, j'ai envie de dire oh là là, je vais encore passer, excusez-moi l'expression, je vais encore passer une journée de merde. Vous imaginez juste l'émotion que ça va déclencher chez vous. D'accord? Je vais être de mauvaise humeur. Je vais avoir un mauvais comportement au travail. Donc, je vais avoir aussi bien des gestes et des mots qui ne vont pas être en adéquation avec ce que j'ai envie de faire transparaître ou de communiquer à mes collaborateurs. Et mes actions vont être à la hauteur de ce que je vais faire. A contrario, si j'ai une pensée positive, si je me motive, si je me conditionne le matin à ce que je vais passer une bonne journée, j'aurai une bonne émotion. Joie, gaieté, mon humeur sera joyeuse, j'aurai un bon comportement, je serai léger, je serai en joie et mes actions vont aller dans ce sens. Et tout ce qui pourrait arriver de négatif dans ma journée, je vais le prendre avec une certaine légèreté. Tandis que dans le premier cas, je vais le prendre encore plus mal. J'aurai peut-être même beaucoup de mal à traiter ce genre d'informations. Ça ne vient pas de moi. C'est juste le fonctionnement biologique du cerveau. En gros, ça veut dire que si vous voulez changer vos actions, en tout cas le résultat de vos actions, la première chose sur laquelle il va falloir intervenir, c'est sur votre état de pensée. C'est le point de départ. On verra quelques chiffres sur la pensée, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont axés sur les chiffres. On verra à ce moment-là les chiffres qui peuvent intervenir. Passer à l'action et y rester, où j'ai pris la théorie Jung, mais il y en a plein. Hein. Il y a Cantor, il y a Lewin, il y a tout un tas de penseurs de la théorie des organisations qui ont travaillé sur la conduite du changement. Mais le graphique reste le même entre le moment où je suis dans le déni, je suis dans la sidération, je n'arrive pas à avancer. Je vais passer par la colère, je vais passer par la peur. Et puis, certains passent par le marchandage. On va toujours trouver quelqu'un qu'on va accuser. Et puis, je vais rentrer parfois peut-être dans une dépression. Et à un moment donné, je vais basculer pour me remobiliser. Je vais passer dans l'acceptation. Je vais redonner du sens, redécouverte des sens. Je vais intégrer ces nouvelles informations. Et je vais passer à l'action et je vais rester dans l'engagement. Cette courbe, peu importe le théoricien que vous allez trouver aujourd'hui, et Jung, ça date de 1929, d'autres sont bien plus anciennes, on reste toujours dans le même cycle. Chaque être humain passe par ce cycle, quoi qu'il arrive. C'est là qu'il va falloir se mobiliser pour accepter la situation dans laquelle vous êtes, pour pouvoir rentrer à nouveau dans donner du sens à ce que vous voulez faire. Le Covid, sauf le respect que je dois à toutes les personnes qui en ont souffert et peut-être qui en sont mortes, mais qui est une formidable façon d'appréhender justement ce cycle qui fait que pendant notre confinement, on a tous découvert ça sur les actions qu'on devait mener à un moment donné. C'est là que ça prend racine. Et finalement, chaque étape de la vie que l'on découvre,
surtout dans le négatif, doit être une opportunité de pouvoir rebondir sur ce qu'on a envie vraiment d'atteindre. Comme dit mon coach Yves Perrault, c'est dans la difficulté qu'il faut savoir faire la différence. C'est là qu'il faut faire la différence. Mais tant que vous n'avez pas déterminé votre pourquoi, ce sur quoi on va aller travailler juste après, je reste dans ma zone de confort et finalement, je m'en contente et ça me suffit. Je vous laisse lire cette petite poésie sur le changement de Portia Nelson, qui est une actrice américaine. Et on fera un petit tour rapidement pour savoir éventuellement dans quel chapitre vous vous trouvez. Est-ce que c'est écrit assez gros, j'espère? Oui. Parfait. Je vous laisse la lire parce que votre lecture sera différente de la mienne. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans un des chapitres? Je vais devoir laisser avant la fin. Je me reconnais dans… Excuse-moi Nathalie, Oui. Excuse-moi Nathalie, je te coupe, je t'entends très mal. Et là, ça va mieux? Voilà, c'est bon, super. Elle te disait qu'elle allait devoir nous quitter avant la fin, Nathalie. Ah d'accord, ok. Donc c'est pour ça que je commence. Je me reconnais en fait dans chapitre 4 ou 5. Chapitre 5, très bien. 4 ou 5. Très bien, il a fallu traverser l'Atlantique, quoi qu'il arrive. De toutes les façons, c'est l'objectif qui est important. Voilà. Exactement, exactement. Très bien, merci Nathalie. De rien. Michel, Valérie? Oui, moi, 4. 4, ok. Ou 5, si le trou est vraiment grand. Michel? Le micro est coupé, Michel. Oui, c'est bon, pardon, désolé. Oui, c'est à peu près pareil. En fait, de par mon expérience, je suis largement passée dans 1, 2, 3. Donc, oui, maintenant, je sais à peu près reconnaître ce genre de choses et en faire le tour ou décider autre chose. C'est bien pour ça que je suis dans ce séminaire. C'est ça qui est incroyable, c'est que de par nos expériences, nous avons tous vécu 1, 2, 3. Est-ce qu'il est nécessaire de vivre 1, 2, 3 pour éventuellement passer à 4? C'est l'objectif justement de faire monter ce niveau de conscience pour éviter d'avoir à reformuler quoi. Il faut quand même passer par le chapitre 1 à mon avis, à un moment donné. Mais voilà, le principe, c'est si on a un auto-questionnement ou si vous avez quelqu'un qui vous permet de vous questionner, parce que je trouve très très difficile d'y arriver seul. Voilà, ça permet d'aller directement au 4 ou au 5, voire d'écrire le chapitre numéro 6. C'est ce que je vous invite vivement à écrire. Alors, passer à l'action et y rester, pour moi, c'est très simple. Vous savez, au 31 décembre, on a toujours les bons vœux, les bonnes résolutions. Je commence le gym à la rentrée, je prends des cours d'anglais, je reprends l'école, je fais ceci. Enfin, on a tous envie de plein de choses au 31. Pour peu qu'on soit alcoolisé, on a des défis de folie. Ouais, sauf qu'au bout de 7 jours, il en reste plus que 71%. Au bout d'un mois, il en reste plus que 64%. Au bout de 6 mois, 46%. Et au bout de 12 mois, il en reste 12%. Sur les 100 qui ont, entre guillemets, pris une bonne résolution. Ça nous emmène au petit graphique qui est juste à côté. Sur une échelle de résultats et de temps,
Voilà, on ne fait que commencer les actions, mais dès qu'on rencontre une contrainte, on abandonne notre action. Comme le sport, comme tout régime, que ce soit pour prendre du poids ou pour en perdre, comme toute action de formation qu'on aurait pu démarrer à un moment donné, on rencontre une contrainte, et on arrive à se raconter une bonne histoire pour se donner des excuses de ne pas aller jusqu'au bout. Et notre vie devient un cycle du fou. On commence plein de choses, mais on ne les finit jamais. Voici le club des 88. Et on reste dans le club des 88 la plupart du temps parce qu'on cède ce qu'on appelle au plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, il est terrible. C'est celui qui fait qu'on s'est donné un objectif, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. Alors, je vais remplir mon taux de satisfaction à l'instant T, qui fait que je n'aurai plus envie de faire ce que je n'ai pas envie ou ce sur quoi je me suis engagé, parce que j'ai rempli mon vase de satisfaction. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, l'objectif, si on veut rester dans le club des 12, qui va passer par les mêmes contraintes que le club des 88, sauf que lui, il va se faire un plan de match. Il va se donner un objectif, il va se donner des étapes, il va se donner des indicateurs mesurables et observables qui vont lui permettre, quoi qu'il arrive, et peu importe la contrainte qu'il va rencontrer, vont lui permettre de trouver immédiatement des actions pour continuer à aller sur son chemin. C'est la partie la plus difficile et parfois la plus délicate. En haut, c'est quoi? C'est votre pourquoi. Le comment, en finalité, on s'en fout un peu. Il va se présenter à vous le comment. C'est le pourquoi. Quelle émotion, quel résultat vous voulez obtenir qui va pousser votre corps à agir et à mettre en place des actions, des étapes. Fêter les petites étapes intermédiaires qui vont permettre de dire « j'y suis arrivé ». À l'instar de ces grands athlètes ou de ces grands concertistes ou de ces grandes stars du business qui ont suivi ce plan de match. Et ils ont continué. Je pense que tout le monde connaît Teddy Riner. On ne devient pas 10 fois champion du monde, voire plus, par hasard, juste par le talent. À chaque fois qu'il a eu son titre, il a continué à travailler pour y arriver. Et la dernière défaite qu'il a eue, d'ailleurs, il a remercié son adversaire parce que ça lui a permis de se remettre en question. Parce que trop de confiance, à un moment donné, tue la confiance. Donc, faire un plan, un timing, si possible. Moi, j'aime bien la gestion du cap. Et surtout, ne pas lâcher ce pourquoi vous êtes engagé pour vous-même. Sinon, le cerveau, il va se mettre en mode échec et il va systématiquement vous raconter des petites histoires pour dire « Mais non, laisse tranquille, regarde, il y a un beau canapé là. On vient de rentrer à la maison. Allez, viens avec moi. Viens sur ce canapé. Toi et moi, on sait ce que ça fait. Ça nous fait du bien. » Jusqu'à avoir une culpabilité d'être rentré sur ce canapé. Alors, vous savez très bien ce que vous devez faire. Passer à l'action y rester. Allez, je vous livre quelques chiffres. Un être humain a entre 50 et 60 000 pensées par jour. 95% de ces pensées sont identiques à la veille et à l'avant-veille. Ce sont vos habitudes. Ça veut dire que c'est fatalement votre inconscient qui se retrouve dans ces 95% de pensées. Donc, vous avez 5% de pensées conscientes qui deviennent le gardien de votre inconscient. À vous de prendre ces 5% pour filtrer les informations qui vont rentrer et qui vont s'installer. Combien d'informations avons-nous, d'informations, j'ai envie de dire, erronées, qui ne servent à rien dans notre cerveau et qui viennent se greffer dans nos algorithmes de prise de décision. Et dans ces 95%, vous avez des pensées qui sont limitantes, toxiques et qui vous empêchent de progresser. 80% de ces pensées sont négatives. L'être humain voit les choses plus pires qu'elles ne le sont. C'est pour ça qu'on ne sait faire que des films à catastrophe. On aime ça d'ailleurs, on aime bien les regarder. L'avantage, c'est que vous pouvez jouer sur ce chiffre par le langage et par le mode de pensée.
97% de vos croyances ne vous appartiennent pas. Nous avons en nous 4 années de génétique, que ce soit mentale ou physique. On dit toujours que, bah tiens, tu ressembles à ton grand-père, tu ressembles à ta grand-mère, tu me fais penser à X, tu me fais penser à Y. Ok, c'est bien, mais c'est vous, hein, vous êtes une personne physique authentique et exceptionnelle. Vous ressemblez à quelqu'un, c'est bien, j'espère pour vous que c'est une personne extraordinaire à qui vous ressemblez. D'accord ? Maintenant, vous avez moyen, vous, de couper cette chaîne de croyances et de dire bah, tu ressembles à ton grand-père ou à ton père ou à ta mère pour ressembler à la personne que vous avez envie de ressembler. 85% des actifs n'aiment pas leur métier. Alors pour les managers, je vous souhaite bon courage parce qu'il va falloir leur donner envie au travers de votre mission de manager. 87% des Français ont tendance à procrastiner. C'est une spécialité chez nous. Non seulement on râle, mais en plus on aime procrastiner. Alors quand en plus un manager rentre dans ce que j'appelle le mimétisme, c'est compliqué. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il va vous falloir entre 21 et 66 jours pour passer d'une mauvaise habitude à une nouvelle habitude. Travailler de façon consciente, tous les jours, pour arriver dans un ancrage. Vous savez, il y a 4 étapes dans l'apprentissage. Pour avoir déjà raconté cette histoire, quand j'étais petit, ma maman m'avait acheté un volant qu'on mettait derrière son siège parce que je faisais partie des surexcités de la voiture et moi, je faisais le tour de la voiture non-stop. En gros, m'attacher, c'était juste pas possible. Le seul moyen qu'elle a trouvé, c'était de me donner un petit volant et que je fasse comme elle. À cette époque-là, première étape, j'étais inconscient que j'étais incompétent. J'étais inconscient que je ne savais pas conduire. Ça me paraissait tellement facile quand je la voyais faire. La deuxième étape, j'ai eu 18 ans, je me suis inscrit au permis de conduire. Là, j'ai pris conscience que j'étais incompétent. J'ai pris conscience que je ne savais pas conduire. J'ai eu mon code, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai atteint la troisième étape. J'ai pris conscience que j'avais cette nouvelle compétence. Je savais conduire. Et puis, passe 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, et après, voilà. Je suis inconscient que j'ai cette compétence. C'est là que ça a dérapé. Parce que si vous et moi, on repasse notre permis de conduire, je ne suis pas certain qu'on va le décrocher. Donc, ça veut dire que j'ai de mauvaises habitudes qui se sont installées entre le moment où on m'a donné les bonnes habitudes pour conduire et les mauvaises que j'ai pris en compte. C'est là que ceux qui excellent dans leur métier, dans leur domaine, dans leur sport, dans leur musique, font la différence. C'est qu'ils continuent à travailler cette compétence et à s'améliorer dans cette compétence. C'est la différence qui fait la différence. Du coup, c'est devenu une routine. Quand vous avez une mauvaise habitude, 21, 66 jours minimum pour changer d'habitude. Je me dépêche. La folie, comme dit Einstein, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ça ne fonctionne pas. D'accord ? Alors, on y va. Vous souhaitez passer à l'action. Pourquoi ? Le pourquoi voulez-vous ce pourquoi vous êtes venu ? C'est la première chose que je vous invite à écrire sur votre feuille. Pourquoi vous voulez passer à l'action ? Vous voulez obtenir quoi ? Que désirez-vous vraiment ? Et je pourrais rajouter plein de vraiment. À quel point c'est important pour vous ce que vous désirez. C'est quoi les enjeux de ce pourquoi ? Les enjeux de si vous l'avez, qu'est-ce qui va se passer ? Et si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Comment savoir que vous avez obtenu ce que vous désirez ? C'est quoi les indicateurs de progression, de performance qui sont mesurables et observables ? Je prends toujours le cas du sport parce que c'est l'un des plus simples. Je veux faire moins de 4 heures au marathon, je vais avoir des indicateurs qui vont me permettre de dire si je suis en progression ou pas. Je veux perdre du poids, j'ai les indicateurs qui vont me permettre ça. Je veux parler anglais, j'ai les indicateurs qui vont me permettre ça. Quels sont les indicateurs de progression, de performance qui vont vous permettre de dire j'avance, je suis sur le bon chemin et je vais pouvoir fêter mes petites victoires intermédiaires. Voici les 4 questions indispensables avant de passer à l'action. Pourquoi ?
Que désirez-vous? C'est quoi les enjeux? Et comment vous allez savoir que vous allez l'obtenir? Ensuite, il y a 4 étapes clés pour passer à l'action. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent ce qu'on appelle le SWOT. C'est un outil mercantile qui permet de faire une analyse de marché. Menace, force, faiblesse, menace, opportunité. Les forces et les faiblesses sont ce qu'on appelle en interne. C'est à nous, c'est intrinsèque, ou c'est les forces faiblesses d'une équipe, ou c'est les forces faiblesses d'une entreprise. Menace et opportunité, c'est en externe. C'est la concurrence, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez. Alors, les 4 étapes clés sont les suivantes. La première, je dois rentrer dans ma zone de référence et être à l'écoute de soi. Première question, que me dit ma tête? J'ai envie de quoi? Que me dit mon cœur? Que me disent mes émotions? Et enfin, que me dit mon corps? Parce que les émotions ont besoin du corps pour exister. Quand vous êtes en joie, quand vous êtes, on va rester en joie ou heureuse avec une bonne nouvelle, votre corps vous dit que vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez passer par-dessus n'importe quelle montagne, vous êtes invulnérable. Par contre, quand votre cœur, quand votre émotion est dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, ça vient s'installer dans vos faiblesses. Et là, vous avez des mots MAUX qui reviennent. Tiens, j'ai une tendinite au coude, je ne sais pas pourquoi elle revient. J'ai mal dans le bas-ventre, j'ai mal dans les vertèbres cervicales, j'ai des migraines, que sais-je encore. Vous savez très bien que ce sont vos émotions qui génèrent ces mots-là. Et si vous vous souvenez bien, ces émotions sont générées par vos pensées. Donc, quelles sont les pensées qui ont déclenché cette émotion? Que me dit ma tête, mon cœur et mon corps? C'est réaliser un diagnostic interne de ses forces et ses faiblesses. La deuxième étape, c'est évaluer l'environnement. Réaliser un diagnostic externe des menaces et des opportunités. Je ne sais pas, si vous voulez arrêter de fumer, que vous êtes dans un environnement de fumeurs, ça va être compliqué quand même. Donc, quelle décision il va falloir que vous preniez pour vous extraire de cet environnement de fumeurs, au moins pendant un certain temps, qui vont vous faciliter la tâche pour arrêter de fumer. La quatrième étape, c'est faire. Allez, on y va. Agir en conséquence dans l'alignement de votre diag interne et externe. C'est le moment de passer à l'étape, je me lance, je saute, j'y vais. Je l'ai décidé. Et pour me rassurer, je vais écrire un plan d'action. Donc, je vais regarder quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Les actions et les étapes que je dois mener. Est-ce que j'ai les bons indicateurs? Qui sont les acteurs qui vont rentrer en compte? Est-ce que j'ai besoin d'un nutritionniste, d'un kiné, d'un ostéopathe? Est-ce que je dois aller voir un ophtalmo? Ça peut être le circuit médical. C'est qui les acteurs qui vont rentrer en ligne de compte? Quels moyens je suis prêt à mettre à ma disposition? Et là, je viens vous piquer un petit peu. Tout le monde me dit, Nicolas, je n'ai pas le temps. Il me faudrait des journées de 36 heures. Vous pouvez toujours demander au Père Noël, hein. Même si vous avez des journées de 36 heures, quoi qu'il arrive, vous me direz toujours 36 heures, je n'ai pas assez. Personne n'a jamais le temps. Alors, je vais vous demander de résoudre une équation. Si je vous dis 8 fois 3, ça fait quoi? Il n'y a pas de piège, hein? Peut-être une journée de 24 heures. Et une journée de 24 heures. OK, donc j'ai 3 tranches de 8 heures. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour soi. L'équation parfaite. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, 8 heures pour soi. Où sont vos 8 heures pour vous? Où sont les 8 heures de travail effectif? Et surtout, où sont vos 8 heures de sommeil? Alors, la planification va rentrer dedans. Vous avez le temps de tout faire. C'est à vous de décider quelles sont les tâches chronophages, tout ce qui est voleur de temps, qui vont vous permettre de prendre le temps de programmer votre temps. Sinon, on passe à la procrastination.
Où passe votre temps? Alors, je ne sais pas si vous êtes fan des réseaux sociaux, hein, mais à fin 2019, la moyenne était de 4 heures par jour et par personne sur les réseaux sociaux. Alors déjà, sur les 24, il ne vous en reste plus que 20. 20, alors je vais généraliser. 20, vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. D'accord? Comme on dit aux Antilles, 20 à jouer les maquerelles ou les commères. Avec le Covid, on est passé à 8h30 par jour de réseaux sociaux. Et enfin, quelles sont les routines que vous devez mettre en place qui vont vous permettre de programmer votre journée ou de programmer votre nuit? Des choses qui vont vous faire du bien, marcher, faire du sport, yoga, méditation, lecture, que sais-je encore. Des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'aller vers votre pourquoi et qui vont vous permettre de rester dans l'action. J'ai une athlète, sa routine matinale, parce que son point faible, c'est la souplesse. Tous les matins, systématiquement, dans sa routine, elle fait ses étirements. Elle n'aime pas ça. Alors, elle commence par ça. Comme ça, elle n'aura pas à le faire à la fin de la journée parce qu'elle sait qu'elle ne le fera pas. Pour ma part, c'est les abdos. Je ne supporte pas ça. Je tombe du lit, je les fais. On n'en parle plus, c'est plié. Si je ne les fais pas le matin, Dieu sait qu'en sportif, en qualité de sportif, je sais que c'est important. Je vous jure, je ne les fais pas. Pourtant, je sais comment ça marche. Hein. Et c'est justement parce que je sais comment ça marche que si je ne le fais pas le matin, je ne les ferai pas le soir. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais si vous vous accrochez à votre pourquoi et la nécessité de ce pourquoi, à un moment donné, trouvez la meilleure façon de faire ce pourquoi il est nécessaire d'avancer. D'accord? Et puis, je vous invite à avoir un plan B ou un plan C. Et non pas des excuses ou des coupables. Parce que le c'est pas ma faute, ça aussi, je l'ai entendu. Une entreprise, un groupe a un plan marketing ou un budget. Ils ont toujours un budget de crise ou un plan marketing de crise. On va diminuer la voilure, sinon on va casser le mât, mais on va continuer à avancer. Trouvez-vous un plan B. Pour pas vous me disiez, alors là, ouais, j'avais décidé d'aller au sport tous les mardis, mais là, ce soir, il pleut. Ah ouais, mais non, je ne peux pas parce que non, j'aurai pas le temps de. Je vais aller chez le coiffeur, c'est pas possible. Ouais. Bon, moi, ça ne me regarde pas le coiffeur, vous voyez ce que je veux dire, mais je peux me mettre à votre place gentiment. D'accord? Troisième étape, faire. Faire. Allez-y. De toute façon, personne ne le fera à votre place. Qu'on soit clair sur ça. Et enfin, l'étape 4, c'est l'assiduité, ce dont parlait Valérie. L'assiduité dans l'action. Maintenir son niveau de motivation dans l'atteinte du résultat, c'est maintenir son pourquoi. C'est ce qu'un athlète olympique se rappelle quand un jour il n'a pas envie d'aller à l'entraînement et qu'il s'est projeté à 4 ans pour retourner au JO, ou au championnat de France, ou au championnat d'Europe. C'est, je rencontre une contrainte, je mets une action. Et j'aime beaucoup cette petite photo-là. Dans 3 mois, tu te diras merci. C'est ça, uniquement ça. Alors, à vous de trouver ce qui va vous permettre d'alimenter votre pourquoi. Vous pouvez coller une photo sur votre frigo, vous pouvez mettre ça sur votre fond d'ordinateur, vous le rappelez sur votre téléphone tous les matins dans votre agenda en ayant rappelle-toi pourquoi tu fais ça, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. C'est à vous de l'alimenter parce que votre cerveau, il va revenir rapidement pour vous dire mais non, on était bien avant, qu'est-ce que tu fais là? Surtout, tu n'écoutes pas Nicolas parce qu'il te raconte que des bêtises. D'accord? On a vécu jusqu'à maintenant comme ça, pourquoi tu veux changer? Justement, pourquoi vous voulez changer? Et si vous acceptez cette phase de changement, restez dans l'action. Le but atteint, continuez à mener vos actions, à faire vos gammes, comme disent les musiciens. Entretenez vos routines et les bonnes pratiques ou habitudes. Sinon, vous allez vous retrouver entre la phase 3 et 4
de je suis conscient que j'ai cette compétence. Et puis la phase 4 où je suis inconscient que j'ai cette compétence. Malheureusement, je pense que vous avez tous testé. Je fais du sport pendant 3 mois et je vais arrêter une semaine. On a l'impression de reprendre à zéro. Ça fait tellement mal qu'on se décourage. Et du coup, on dira, j'y vais demain. Alors, j'ai pris le cas du sport, mais imaginez que dans l'exécutif ou en tant que gestionnaire, vous prenez de nouvelles dispositions envers vos collaborateurs. Ils voient que vous changez pendant 3 mois, mais ils vont voir aussi que vous allez revenir à l'état initial puisque vous allez arrêter d'alimenter cette habitude. Que ce soit les habitudes alimentaires, que ce soit le fait d'arriver à l'heure, que ce soit le fait de tenir vos rapports, de tenir vos réunions ou d'envoyer des comptes rendus. Au début, on envoie des comptes rendus, puis un jour, on va dire « j'ai pas le temps ». À partir du moment où vous allez vous dire « je n'ai pas le temps » ou « j'irai demain », créez vite une notification dans votre cerveau parce que c'est le début de la fin. Faites-le. Quoi qu'il arrive, faites-le. Allez jusqu'au bout. Alors, sans vouloir être trop méchant, si vous n'avez pas l'intention d'aller jusqu'au bout d'une démarche, ne la commencez pas. Parce que vous allez mettre votre cerveau en mode échec. Et c'est tout ce qui va l'inspirer. Niveau de conscience. Tiens, on a loupé le 2, je ne sais pas où il est, c'est bizarre. Ah ben, il était là. OK. De quoi êtes-vous conscient présentement? Là, maintenant, de quoi êtes-vous conscient? Je vous invite à répondre. De quoi êtes-vous conscient présentement? J'aime le petit de Michel. Alors, soit de pas grand-chose, soit... Valérie? Je ne comprends pas la question, en fait. Sur De l'état quoi d'avancée qu'on a, conscient présentement par rapport à quoi? alors, par rapport à votre état de conscience présentement, là, maintenant, de quoi est-ce que vous êtes conscient par rapport à ce qu'on vient de dire? Ce que je viens de partager avec vous. Par rapport aux étapes? Ouais. Donc, le 3, c'est on est conscient d'avoir une compétence, c'est ça? Oui. Oui, je suis consciente d'avoir cette compétence et je suis aussi consciente qu'il faut la mettre à jour tout le temps. Mm-hmm. Il faut rester en veille, voire plus qu'en veille, se former et tout ça. Voilà, je suis consciente de ça et je suis consciente que je ne suis pas assez proactive vis-à-vis de mes clients ou de mes prospects et que c'est une lacune. Une lacune, c'est intéressant, c'est un mot fort, lacune. Hein. Comment elle peut être comblée, cette lacune? Peut-être en passant à l'action. Ouais. Ok. En décrochant le téléphone. Ah. Alors, je t'invite à l'écrire et à formaliser cette action de décrocher le téléphone. C'est quoi les enjeux si tu décroches le téléphone ou si tu ne le décroches pas? Si je ne décroche pas, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, ou alors, oui, très ponctuellement, et si je le décroche, ça peut générer des choses, enfin, en tout cas, des commandes ou des... la différence, c'est travailler ou ne pas travailler. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de travailler? J'ai envie d'être... D'abord, mon travail m'intéresse beaucoup, et puis aussi pour gagner de l'argent. Ok. Donc ça, c'est une forte motivation. Okay. Qu'il faut alimenter au fur et à mesure que tu vas
générer tes contrats, tu auras encore envie de plus de contrats. Oui, c'est ça. La fin vient en mangeant. C'est certain. C'est certain. Merci beaucoup, Valérie. Michel, rapidement avant de partir. Oui, je suis désolée, je dois vous quitter là, j'ai une contrainte à 10 heures. De quoi en fait, ces mécanismes-là, moi j'ai beaucoup réfléchi et je les connais un petit peu, puisqu'en fait, j'étais obligée de prendre je me suis forcée à prendre quelques grandes décisions dans ma vie passée. Et du coup, c'est vrai que c'est des mécanismes qui sont difficiles, quoi, parce qu'on est toujours, ouais, enfin, cette notion de dépasser la peur, d'avoir le courage de faire les choses, même si c'est pas forcément des grandes choses, hein. Donc ça, oui, je pense que c'est important. Et en fait, ce que vous décrivez là, pour moi, ça résonne beaucoup, en fait. Donc, être conscient présentement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que effectivement, comme je vous disais, moi, à la retraite, on peut très bien, comme vous dites, hein, s'asseoir dans son canapé et puis se mettre dans une espèce de petite routine confortable où on peut, enfin confortable, qui peut d'ailleurs être, qui peut être très bien, hein. Moi, il n'y a absolument aucun jugement de valeur, hein, là-dedans, mais qui moi, n'est pas ce que je cherche, quoi. Donc moi, j'ai toujours eu une vie très active et je veux continuer à avoir une vie active à la fois physiquement mais aussi intellectuellement. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment l'idée de se dire, bon, mais comment je peux continuer à m'engager alors que je n'y suis plus obligée, puisqu'en fait, je ne suis pas obligée de faire ça, c'est du bénévolat, donc personne ne m'oblige à le faire. Donc, comment je peux arriver à garder cette motivation, à le faire, à continuer à le faire, sachant que la vision que j'ai, moi, au bout du compte, c'est vraiment de se dire, mais comment j'ai envie de me voir? J'ai envie de me voir comme une personne active, j'ai envie de me voir comme une personne engagée dans la société, dans l'aide aux autres, etc. Donc c'est vraiment cette espèce de conflit perpétuel entre je ne suis pas obligée de le faire, mais et d'un autre côté, je sais que si je le fais, je serais que c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, donc c'est un peu ça, moi, où je suis, voilà, où j'en suis un peu, où j'en suis aujourd'hui. Ok, magnifique, super, super. Et sur ce, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci Mais je beaucoup, vais être Michel. obligée de vous laisser. Merci. Merci beaucoup pour cet atelier très intéressant. Merci beaucoup. Une bonne continuation. Merci bien. À bientôt, Au revoir merci. à tous. Au revoir. Alors, la question maintenant, c'est, ben voilà, qu'allez-vous faire? Et là, je m'adresse à vous, Valérie, hein. Qu'allez-vous faire et c'est quoi les indicateurs qui vont vous permettre de dire, bah, tiens, je suis dans la bonne démarche et qui plus est, c'est quoi les difficultés qui vous empêchent ou qui vous empêcheraient de rester dans l'action qu'il est nécessaire d'identifier afin de les gommer et de créer des notifications ou des alertes qui, quand elles vont se présenter à vous, bah, vous puissiez leur dire, stop, c'est moi qui décide. Bah, ce qui m'empêche de passer à l'action, enfin ce qui m'empêche, c'est que je retarde tous les jours parce que je me dis c'est pas le bon moment. Par exemple, appeler mes anciens clients, je me dis bon là ils sont en train de travailler, je vais les déranger, bon, etc. Ce qui pourrait, un peu me freiner si je les avais, c'est si il n'y a pas un bon feeling, où je pourrais me sentir un peu découragée, quoi. Si les premiers entretiens se passent bien, je crois que ça va me donner la pêche et sinon, ça risque de me freiner un peu. Alors, j'ai deux questions. C'est une bonne excuse ou c'est une bonne raison de ne pas vouloir les déranger? Je n'en sais rien, mais je pense que je cherche juste quel serait le bon moment. Est-ce que ce serait le soir ou le matin ou quel jour? Là, c'est une excuse. Et puis, j'ai une autre excuse aussi, qui est qu'en ce moment, il y a du monde chez moi et que du coup, je n'ai pas trop le temps de... J'ai besoin d'être concentrée pour ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de construire les meilleures conditions possibles
les horaires possibles, le lieu possible, pour que vous puissiez vous concentrer, appeler et le cas échéant, faire en sorte que l'entretien se passe bien, même s'il doit être reporté parce que ce n'est pas le moment. Ben dès la semaine prochaine, là du coup, comme on est vendredi, je me dis, bon, je ferai ça la semaine prochaine. Mais je veux le faire là, je vais me donner dans les 15 jours qui viennent pour me remettre à ça. Ok. Alors, je reviens sur ça. C'est qui les moyens, la planification, les routines, les ressources. Je vous invite à les préparer de façon à ce que quand lundi matin, vous allez attaquer votre phoning, vous ayez préparé vos argumentaires, vos fiches clients, et que vous ayez créé toutes les conditions gagnantes pour pouvoir réussir votre phoning et noter éventuellement quand est-ce que vous pouvez les rappeler, etc. etc. Et ne pas rester sur une première ou sur une deuxième mauvaise impression, mais de rester justement dans cette démarche de dire je vais trouver la solution qui va me permettre de… Moi, je ne suis pas bien placé pour vous dire c'est de 8 à 9 qu'il faut appeler, ce n'est pas l'objectif. C'est vous qui allez le découvrir au fur et à mesure, en fonction des activités que vous allez appeler, en fonction des horaires aussi de vos clients, très certainement. Mais si vous ne faites pas ce plan avec une hiérarchisation, on peut vite arriver au découragement. Oui, je suis d'accord. Vous voyez le principe? Et ça, en fait, c'est partout pareil. C'est partout pareil. En plus, c'est mathématique dans la vente. Hein. Un nombre de contacts égale un nombre de rendez-vous potentiels. Un nombre de rendez-vous potentiels égale un nombre de signatures potentielles. Voilà. Signature potentielle égale chiffre d'affaires. Plus il y aura de contacts au départ, plus il y aura de chiffre d'affaires à l'arrivée. Après, c'est les réglages. OK. Donc, moi, je vous invite à noter ce que vous allez faire pour lundi matin et comment vous allez le faire. Et surtout, pourquoi vous voulez le faire. Très bien. Et de vous préparer dimanche à le faire. Oui. Et puis, vous m'envoyez un petit mail pour me dire « je l'ai fait ». Voilà, oui. Ou à Elodie, hein, peu importe. Hein. Vous pouvez m'écrire en direct avec grand plaisir. Hein. Je ne veux pas passer devant l'UPE, mais voilà. En tout cas, un petit compte rendu qui fait que ça y est, Nicolas, j'y suis. Ou non, Nicolas, je ne l'ai pas fait. Et puis, remet une bouche. D'accord. OK. À la Merci. fin du diaporama, j'ai mis 2-3 sources qui vous permettent d'aller voir des données un peu plus scientifiques sur lesquelles j'ai construit mon support. Et puis, c'est surtout ça, quoi, en fait. Hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. On est d'accord, Valérie? Oui, tout à fait. Super. Elodie, Solène? Oui. Un partage, une envie, une question? Allons-y. Hein. Non, écoute. Hello, elle est en ligne. Non, rien spécialement de mon côté. Tout va bien. C'est dommage qu'il y ait ces absents, du coup, parce que ça a cassé un petit peu la dynamique. L'ambiance collective d'une cohorte et qui peut rentrer en interactivité. En tout cas, merci à Valérie de sa complicité. Merci à vous. Et bon week-end alors. Et bon week-end et bon lundi alors. Oui. Merci. Eh ben oui, merci beaucoup Valérie. Merci Michel et Nathalie sont partis déjà. On vous retrouve la semaine prochaine si vous voulez pour d'autres ateliers. Magnifique. Merci Nicolas Merci. en tout cas pour ta bonne humeur toujours. Et tes astuces et tes conseils avérés. Écoute, j'aurais aimé
comment dire, la diffuser au plus grand nombre. Mais ça peut être un sujet qui peut être remis, mais en face à face, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Après, le coaching en visio, ça ne me dérange pas parce que je suis habitué à le faire et ça fait partie du jeu. Mais dans de l'interactivité comme ça, ouais, ça peut être intéressant. Super. Eh ben, Mesdames, avec merci de plaisir. votre confiance renouvelée. Ben, de rien, merci à toi. Et puis, je vous envoie en PDF mon support. Ouais, comme Et ça, vous on me le met direz sur le comment site. retrouver Ouais. le lien de la diffusion. Oui, d'accord, pas de problème. Tout simplement sur notre site, mais je te l'enverrai. Ça marche, super. Merci à vous. Merci. Merci, Au revoir. à bientôt. bientôt. Bon À bientôt. week-end. Au revoir. Au revoir.